d'estomac, voire des inflammations cardiaques. Interpellé à ce sujet ce matin à l'Assemblée nationale, Olivier Véran s'est exprimé avec vous. Vous allez voir beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de situations d'inflammation cardiaque, d'inflammation artérielle. Ce sont environ 15 enfants en France depuis la mi-avril, qui présentent une maladie qui ressemble à ce qu'on appelle la maladie de Kawasaki, une maladie inflammatoire qui peut être déclenchée d'ailleurs par des maladies infectieuses, virales ou bactériennes, qui peut parfois être une réaction secondaire à des maladies. Évidemment, comme toute alerte, nous la prenons très au sérieux. C'est le temps de la recherche clinique, de la recherche scientifique. L'ensemble des pédiatres, des réanimateurs de la zone euro travaillent pour voir s'il y a lieu ou non de faire un lien avec le Covid-19, ce que je ne sais pas encore au moment où je vous parle. Quelques-uns des enfants ont été testés positifs au Covid. D'autres non, en tout cas, beaucoup de sérieux au niveau international. Je communiquerai toutes les informations à mesure que je les aurai. Et le ministre de la Santé a bien précisé que c'est le temps de la recherche clinique. Qu'est-ce qu'on peut malgré tout en dire pour l'avoir dit à ce stade? D'abord que cette maladie dont le ministre des Solidarités et de la Santé parle ressemble vraisemblablement à la maladie de Kawasaki. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui touche essentiellement les enfants. Elle est liée à une inflammation donc des parois des artères associée, vous venez de l'entendre, à de la fièvre. Olivier Véran explique que cela peut même aller jusqu'à provoquer une défaillance cardiaque. Alors pour le moment, aucun enfant n'est mort de ces complications. Une quinzaine d'enfants sont touchés donc, sur le territoire national. Il y a également des cas donc, au Royaume-Uni, quelques cas également en Espagne ou encore en Italie. Rien ne permet aujourd'hui d'établir un lien entre la maladie de Kawasaki et le Covid-19. Nous constatons que sur ces enfants qui ont déclaré donc, ces symptômes qui pourraient donc ressembler à la maladie de Kawasaki, eh bien, plusieurs ont été testés positifs au Covid-19. Les médecins cherchent donc aujourd'hui à établir un lien entre cette maladie et donc la maladie du coronavirus qui jusqu'ici, on l'a rappelé tout à l'heure, n'a été observé nulle part. Merci Florian, évidemment on continuera à évoquer des recherches dans ce domaine. On va rester au niveau, scolaire, en tout cas on va continuer à parler des enfants, avec toute la complexité du retour progressif à l'école. Mais c'est l'un des casse-têtes du gouvernement, avec le port du masque, les distances de sécurité à respecter, le retour à l'école est donc une équation bien difficile à résoudre. Jean-Michel Blanquer rassure une nouvelle fois que le calendrier des vacances ne changera pas. Il précisera vendredi seulement le protocole sanitaire qui permettra aux enseignants et aussi aux élus de s'organiser. Alors on va en parler, on va revenir dans quelques instants. Voilà, exactement, sur cette reprise à la carte, ce qu'on peut parler de là, c'est une sorte de reprise à la carte qui se profile. En 1995, ah oui, 14, vendredi. Ce sera pour beaucoup d'entre vous, peut-être que nous regardez le 11 mai. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour à vous, Jean-Claude Deljeune. Bonjour. Directeur général et fondateur du cabinet Technologia. Je précise, c'est un cabinet de prévention des risques professionnels. Alors on imagine, pour beaucoup, il y a peut-être la peur au ventre, tout simplement, du retour au travail, l'inconnu, de ne pas connaître les conditions de sécurité sanitaire. Est-ce que vous avez beaucoup de remontées sur ce sujet-là? Oui, ce que l'on peut voir en fait au sein des entreprises aujourd'hui, c'est que les Français, les salariés, les fonctionnaires sont tout à fait d'accord pour reprendre le travail, mais ils ne veulent pas ramener la mort à la maison. Donc, étant donné, je dirais, la gestion de la crise qui a eu lieu depuis maintenant plusieurs semaines, il y a une très grande défiance dans la parole publique. Les gens ont peur de ne pas être protégés, et donc il faut, si on veut réussir ce retour au travail, si on veut gérer ces multiples contraintes qui sont, je dirais, celles sanitaires, organisationnelles, médicales, familiales, il faut recréer un véritable élan collectif. C'est-à-dire qu'il faut que les dirigeants, les élus du personnel, on a vu tout à l'heure l'importance des élus locaux, mais dans les entreprises, ce sont les élus du personnel qu'il faut vraiment mobiliser pour rassurer les salariés, pour mettre en place tout un plan. Alors le plan déjà, c'est savoir qui doit reprendre et qui doit rester chez soi. Il y a des facteurs de vulnérabilité qui touchent un grand nombre de salariés. Ces salariés-là ne doivent pas reprendre l'activité. Ils doivent rester soit en télétravail, soit en arrêt maladie lorsqu'ils sont en arrêt maladie.
faut mettre en place au sein des entreprises toute une série de mesures, bien sûr les mesures de distanciation sociale, de nettoyage, des mesures, je dirais, de décontamination entre les équipes. Et il faut organiser le travail de manière différente, c'est-à-dire qu'il va falloir répartir les gens dans les espaces, il va falloir permettre donc de soulager l'exigence de rentabilité, de productivité au profit de l'exigence de sécurité. C'est essentiel. Et ne pas vouloir pousser les feux pour rattraper le temps perdu, permettre à la machine de repartir, permettre de se réhabituer aussi, parce que c'est une épreuve. Et ça, c'est vraiment important que les représentants du personnel, les services centres de travail soient associés à cette logique pour faire en sorte que les mesures soient respectées et qu'on n'ait pas non plus, bien sûr, une participation malgré soi à la circulation du virus. Donc, concrètement, il faudra aussi gérer, bien sûr, la notation en masque et faire en sorte qu'à l'entrée des entreprises, on prenne la température, qu'éventuellement dans les grandes entreprises, il y ait des caméras infrarouges pour vérifier cette température chaque jour. Il faudra généraliser les tests. Et quand les gens seront avec Denis dictateur. soit éventuellement les envoyer Je voudrais qu'on s'arrête, c'est très important parce que vous détaillez différents points dans votre argumentaire. Quand vous dites une répartition, et j'imagine que c'est très concret évidemment pour nous tous quand on est sur notre lieu de travail, et pour ceux qui vont y retourner dès le 11 mai, vous dites une répartition différente dans l'espace de travail. Souvent, on a, alors ici dans les rédactions, les médias, et dans d'autres évidemment domaines, il y a des espaces ouverts. Comment faire dans ces cas-là? Est-ce que c'est une autre logistique, une autre organisation du travail qui doit se mettre en place? Alors, soit effectivement, vous pouvez monter des cloisons, bon, ça, quelques entreprises le font, soit si on ne peut pas respecter la distance d'un mètre, voire d'un mètre et demi, parce que, par exemple, les Allemands, ils sont plutôt à un mètre et demi. L'interaction humaine soit enrayée par des masques, par des gants, par y compris un nettoyage rapide, après chaque fois que quelqu'un a utilisé des outils, a utilisé des équipements, faire en sorte que la personne qui vient, qui la suit, puisse récupérer des équipements qui soient, je dirais, à peu près préservés du virus. Donc, il y a toute une logistique à penser, il y a une signalétique à mettre en place sur le sol pour éviter, par exemple, que les personnes ne se croisent et ne se mettent en risque. Il faut aussi penser à la restauration, il faut voir aussi la question des transports. Enfin, c'est une équation, encore une fois, assez complexe. Mais on ne la réussit pas si ce sont un élan collectif. Or, aujourd'hui, il y a une grande peur, et cette peur, il faut la surmonter en s'appuyant sur les ambassadeurs des salariés que font les élus personnels, avec la garantie des services de travail et bien sûr des médecins traitants. Alors, bien entendu aussi, en termes, je dirais, d'entreprise, il va falloir gérer toutes les personnes extérieures, les sous-traitants, les clients, les gens qui viennent dans l'entreprise, qui devront être informés avant d'arriver dans l'entreprise, avant d'arriver dans le service public, du protocole mis en place, par exemple le protocole pour les ascenseurs, pour que les gens ne soient pas que des produits. Donc chacun doit être informé avant de venir pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de surprise. De même, par exemple, il faudra mettre de côté les fontaines à eau, parce que si ça peut être un risque. Et donc, il y a toute une réflexion sanitaire, il y a un management sanitaire. Nous, on préconise à technologiens, y compris faire en sorte sur chaque site d'avoir un référent Covid qui va veiller, bien sûr, à doter les gens des moyens de protection, masques, gel, mais aussi qui fera respecter et qui pourra, quelque part, faire respecter les règles, parce qu'il y a ceux qui peut-être ne respectent pas les règles. On l'a vu depuis le début, donc il faut pouvoir faire respecter ces règles. C'est essentiel pour faire baisser évidemment l'appréhension et les inquiétudes avant ce retour au travail qui va se faire de manière progressive. Merci beaucoup Jean-Claude Delgel pour votre réaction. Au revoir. Merci à vous. Alors il y a l'aspect de l'entreprise tout simplement et puis on revient sur l'école, sujet majeur. Oui, on va revenir sur le fait que demain, Jean-Michel Blanquer précisera le protocole, le protocole sanitaire qui permettra aux élus comme aux enseignants de s'organiser. Nicolas Souchon, on va en parler avec vous, c'est une sorte de reprise à la carte qui se profile. C'est comme à l'école, en fait, il n'y a pas plus que 5 classes. À l'école, il n'y aura pas plus de
15 élèves par classe, une reprise à la carte effectivement, parce qu'il y a eu un cadre national qui a été défini. En revanche, il y aura beaucoup de souplesse locale, ce qui veut dire que les directeurs d'établissement et les communes devront œuvrer chacune de leur côté pour savoir exactement les détails. En gros, pour schématiser, jusqu'à l'âge de 10 ans, tout le monde pourra retourner à l'école, c'est-à-dire que les écoles en ce qui concerne les collèges 6e et 5e, on a parlé du 18 mai uniquement dans les zones vertes, c'est-à-dire les endroits où le foyer infectieux est moindre, mais la possibilité pour les autres, c'est-à-dire 4e, 3e et le lycée, peut-être de ne retourner à l'école seulement qu'au mois de septembre. C'est quand même important à noter. Il y a quand même eu quelques détails pratiques donnés par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, notamment il y a pas de rythme. Le rythme, ce ne sera pas, en tout cas il ne veut pas privilégier les demi-journées, plutôt les demi-semaines, ou alors le travail une semaine sur deux pour les élèves, de façon à ce qu'il y ait toujours la continuité du repas, du déjeuner, car il y a un caractère social également dans ce retour à l'école. Ça peut se faire en 3 éléments, la cantine, soit dans la cantine si jamais les lieux le permettent, soit dans la classe, ou alors chacun apporte son repas. Les masques pour les enseignants également pendant les cours, de même que pour les collégiens, ils ne viennent pas avec. Et puis donc il y a un détail quand même important, même s'il n'y a pas de cours au lycée, l'oral au français, l'oral à l'issue de la première, devrait être maintenu dans l'état actuel des conditions sanitaires fin juin. Merci beaucoup Nicolas. Et comme d'habitude, comme tous les jours, on insiste bien sûr sur les conséquences, les effets économiques pour de nombreuses entreprises, grands groupes aussi, des conséquences très lourdes. On voit dans l'article avec le Covid qui a rapporté un coup de massue pour Airbus. L'avionneur accuse une perte nette de 481 millions d'euros au premier trimestre. On va en parler avec vous, Anthony Cavalli. 3000 salariés du groupe sont d'ores et déjà au chômage partiel et ce chiffre devrait s'alourdir. Oui, son PDG, Guillaume Faury, elle nous explique que c'est la plus grave crise que l'industrie aérospatiale n'ait jamais connue. Le groupe affiche, vous l'avez dit, une perte de 481 millions d'euros au premier trimestre. L'an dernier, à la même période, c'est un bénéfice de 40 millions pour vous dire. Alors la cause elle est simple évidemment, des avions cloués au sol, des commandes qui font 40 appareils qui n'ont pas été livrés au premier trimestre par rapport à l'an dernier, donc un chiffre d'affaires qui chute de plus de 15%. Et vous savez, l'aéronautique c'est l'un des plus gros pourvoyeurs d'emploi de la région Occitanie. Cela fait peser une menace sur 40 000 emplois directs chez Airbus, c'est 100 000 emplois au total si on prend en compte les sous-traitants qui sont déjà au ralenti, l'état très fragilisé. Chez Airbus, 3 000 salariés, vous l'avez dit,